Et coucou! J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez, je retourne au Japon dans une semaine et ça fait 1 an que je prépare mon voyage. Et à force d'en parler dans les vlogs, etc., vous avez été nombreuses à me poser des questions sur la manière dont j'ai organisé le voyage. On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je vais vraiment essayer de vous donner un max de conseils par rapport à ce que j'ai fait moi pour tout organiser. Attention, je suis pas une grande pro du Japon devant l'éternel, donc ce sera vraiment pas parfait, mais j'espère que ça va vous aider quand même. Soit pour voyager au Japon, soit pour adapter en fait sur n'importe quelle destination que vous aimeriez faire. Évidemment, il y a des choses dont je vais parler qui vont s'appliquer vraiment que au Japon parce que c'est vos questions, et puis d'autres choses donc que vous pourrez répliquer pour tout type de voyage que vous avez envie d'organiser. Bah let's go. La première question que j'ai reçue, c'était tout simplement par où commencer. C'est une bonne question. La première étape, c'est tout bête et primordial bien sûr, c'est évidemment à quelle saison partir, en supposant bien sûr qu'on peut prendre des vacances un petit peu quand on veut dans l'année. C'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà. Et ça nous amène à la deuxième question qui était du coup, comment as-tu choisi la saison et quelle compagnie pour l'avion s'il te plaît. Donc là, pour cette question, on va parler spécialement du Japon et des saisons. Il y a évidemment des pour et des contre pour chaque saison. L'hiver, il fait super froid, mais c'est généralement assez ensoleillé. Donc perso, je trouve ça très agréable. C'est pas vraiment la haute saison, sauf si vous allez faire du ski, etc. Là où les Japonais vont en vacances d'hiver, entre guillemets, mais niveau tourisme, l'hiver, c'est pas une énorme saison. Donc c'est un bon choix, je dirais, de partir en vacances en hiver. Si on n'a pas peur du froid, la météo est quand même cool et il y a un peu moins de touristes. L'été, il fait caniculaire vraiment au Japon, et c'est surtout, c'est l'Asie, très humide. Et en plus de ça, il y a la possibilité d'avoir des typhons. C'est la période en Asie de juin jusqu'à mi-octobre carrément, donc faut prendre ça en compte déjà. Et malgré ces conditions météorologiques qui sont pas hyper idéales, on va dire, c'est aussi une énorme saison touristique. Il y a beaucoup de monde au Japon l'été. Donc voilà, a priori on dirait que c'est pas gagnant, mais si vous avez vraiment pas le choix par exemple et que votre métier fait que vous avez des grandes vacances l'été, il y a quand même des choses qui sont très sympas l'été au Japon. C'est l'époque où on peut voir les hortensias, là-bas c'est magnifique. Il y a les glycines, il y a les tournesols, il y a les matsuri qui sont les fêtes traditionnelles japonaises. Il y en a énormément l'été. Ça c'est super sympa, super festif et super intéressant à voir. Culturellement c'est vraiment génial. Il y a les feux d'artifice. L'été c'est aussi la seule saison où on peut faire l'ascension du mont Fuji si on a envie. Donc voilà, il y a quand même, malgré les gros désavantages, il y a quand même des trucs très cool à faire l'été là-bas. L'automne c'est hyper tempéré. Il y a les momiji, donc toutes les feuilles rouges, etc. Donc ça c'est vraiment des paysages magnifiques. Ça c'est plutôt en décembre voire novembre. Il y a les champs de cosmos, il y a les ginkgo jaunes. Il fait encore beau. Enfin pour moi c'est vraiment un super choix de saison d'aller au Japon en automne. Nous c'est ce qu'on avait fait la première fois et vraiment on n'a pas du tout regretté. On était allés les 2 dernières semaines d'octobre. On n'a pas du tout eu de pluie, un super beau temps et franchement c'était magnifique. Et enfin le printemps, donc c'est la saison un peu goal on va dire pour aller au Japon, parce que c'est Hanami, contraction de Hana qui veut dire fleur et Mimas qui veut dire regarder. Donc voilà, on regarde les fleurs, voilà les fleurs de cerisier, etc. C'est vraiment le pic de tourisme au Japon. Donc c'est vraiment la période la plus touristique où il y aura le plus de monde, où ce sera le plus cher. Mais d'un côté voilà, c'est super magique, c'est un rêve pour beaucoup de personnes et c'est le mien aussi, donc évidemment je le comprends. Donc si vous voulez vivre ce rêve, il faut faire des estimations en prenant vos billets. En parlant des billets, je vous conseille vraiment de les prendre beaucoup en avance si vous voulez partir spécialement pendant cette période-là. Nous on les a pris 10 mois à l'avance pour limiter, on va dire, la casse niveau coût, parce que alors nous en les prenant 10 mois en avance, on a payé 950 € l'aller-retour par personne, qui est très cher, mais le Japon c'est toujours cher. Sur cette période précise de l'année qui est vraiment le top, c'est une bonne affaire disons. Donc si vous pouvez les prendre vraiment genre 1 an à l'avance, c'est nickel pour payer un peu moins. Donc bref, estimez la période pour voir les cerisiers, et franchement en fait c'est la nature et la météo qui décident. Mais en gros nous ce qu'on a fait c'est de chercher sur internet les dates de la floraison de l'année précédente, et même si possible si vous trouvez des autres années précédentes pour voir les écarts de jours, parce qu'il y a évidemment, c'est triste à dire, mais le réchauffement climatique à prendre en compte. Avant la floraison c'était en avril, maintenant c'est en mars. Voilà, il faut essayer de compter un petit peu et de jouer avec ça, et bien sûr de partir sur une période quand même malgré tout assez large. Donc si vous avez une fenêtre de plusieurs semaines, vous pouvez quand même avoir un espoir d'avoir les cerisiers pendant toute cette période quoi. Et à ce propos, concernant la durée, ça c'est vraiment comme vous voulez et comme vous pouvez. Pour moi 2 semaines c'est un peu juste, c'est vraiment le minimum. 3 semaines, 1 mois,
À mon avis c'est l'idéal, même si j'aimerais toujours rester plus, mais voilà. Et on m'avait demandé du coup quelle était la compagnie qu'on avait prise. Alors nous on prend Lufthansa ou Swissair, tout simplement parce que depuis Nice c'est les seules compagnies qu'on a qui vont au Japon. Si vous partez d'ailleurs ce sera peut-être autre chose, mais en tout cas ces deux compagnies on n'a eu aucun problème, on les a trouvées très bien. Nos billets on les cherche sur Skyscanner qui compare tous les prix sur tous les sites qui existent. On regarde le calendrier en fait sur l'ensemble du mois en cliquant sur l'option date flexible, et comme ça vous pouvez choisir l'aller et le retour qui semblent un petit peu les moins chers dans la période que vous voulez. Et en général ce qu'on fait c'est qu'on réserve pas direct sur Skyscanner, mais on repère la compagnie aérienne qui correspond à l'aller-retour qui nous arrange et on va direct sur le site de la compagnie aérienne pour réserver, parce que ça fait des frais en moins. Au niveau du contact on trouve ça un peu plus facile, donc voilà. Ensuite on m'a demandé comment fais-tu pour choisir une balance ici. Moi je veux toujours voir trop de trucs pour choisir et équilibrer les journées. Donc ça honnêtement c'est, je trouve, le plus compliqué. Choisir c'est renoncer, hein, et au Japon on n'a pas envie de choisir parce qu'il y a tellement des tonnes de choses et tout est incroyable. Je comprends que voilà, ce soit vraiment compliqué, qu'on ait envie d'aller absolument partout, c'est clair. Pour cette étape là, disons que mon astuce, en tout cas ce que moi je fais et ce qui m'a vraiment aidé pour me décoincer on va dire de ces choix à faire, c'est que j'ai fait une liste de toutes les choses que j'avais envie de faire et de vivre au Japon, sans penser aux villes ni quoi que ce soit. S'il y a un bâtiment que vous avez envie de voir, s'il y a une chose que vous avez envie de manger, des expériences à faire, des choses comme ça, je vais vous la lire direct, comme ça vous aurez une idée. C'est très intime, attention. Alors j'ai mis au Japon, donc je veux voir des cerisiers en fleurs. Donc déjà ça vous donne un indice sur quelle saison choisir si vous avez des trucs comme ça. Voir les cerisiers en fleurs, voir le mont Fuji. J'ai mis vraiment des détails de merde, genre acheter un ema dans un temple, c'est les petites plaquettes comme ça motives. Acheter un truc avec le mont Fuji dessus, j'ai vraiment écrit ça, je suis vraiment une gogole, mais je pense que je vais acheter 50 trucs avec le mont Fuji dessus, on va rigoler dans les vlogs après. Aller à Tokyo Disney Sea, boire un lemon sour, c'est un cocktail au citron là-bas que j'aime trop. Dormir sur un futon dans un ryokan, manger à un kotatsu, donc c'est une table chauffée traditionnelle. Mon rêve de faire ça. Est-ce que je vais réussir? Aller dans un sushi roulant, acheter des Sony Angels. C'est bon, c'est japonais. Manger un sandwich aux fruits, manger une glace molle, voir le temple Sensoji la nuit, bref, des trucs comme ça. Voilà. Et en fait, sur cette liste, on voit que des fois il y a des trucs qui sont des indices pour des destinations, genre le mont Fuji, bon bah il y en a qu'un, il va pas bouger, si tu veux le voir, faut que t'ailles un petit peu autour, le parc d'attractions il va pas bouger, le temple Sensoji il va pas bouger, bref, ça donne déjà un petit peu des indices sur les endroits où t'as envie d'aller, et en fait il y a plein de trucs, dormir sur un futon, manger une glace molle, acheter Sony Angels, ça je peux les faire un peu partout au Japon. Je trouve que ça enlève un peu une espèce de pression de devoir choisir les lieux parfaits, parce que vraiment il y a des trucs, on peut les faire partout et c'est pas grave, ça va pas dépendre forcément de la ville où on sera. Je sais pas si c'est très clair. Donc bref, s'il y a des bâtiments spéciaux que vous avez envie de voir, des paysages que vous avez envie de voir, une spécialité d'une certaine région que vous avez vraiment envie de tester, enfin voilà, ça peut vous orienter dans les endroits où vous avez envie d'aller. L'essentiel pour moi, mais encore une fois c'est personnel, c'est pas de tout voir en mode genre le tour bien touristique de toutes les villes et check tous les bâtiments, tous les temples, tous les trucs. C'est plutôt de vivre ce que j'ai envie de vivre. Alors oui, je vais louper des trucs, hein, c'est clair, mais de toute façon on en loupera toujours. Et l'important, je parle pour moi, hein, c'est de pas courir, c'est pas de claquer 1000 balles pour faire du train, même si c'est vrai que le train c'est agréable, surtout au Japon, etc. Mais bon voilà, ça évite de la fatigue, des déplacements et tout. Mon but c'est vraiment de profiter en fait. Et on profite pas tous de la même manière. Et ça c'est vraiment un truc dont il faut se rendre compte et sur lequel il faut pas culpabiliser aussi, je pense. Encore heureux, putain, si tu fais un voyage et des vacances pour culpabiliser, mais non, au secours. En tout cas, bref, c'est ma réponse de comment j'ai fait pour choisir. J'ai réalisé que ma joie là-bas ne dépendait pas spécialement des villes ou du circuit que j'allais faire, mais de ce que j'allais faire quand je serai là-bas et du simple fait d'être au Japon. Et pour continuer un peu de répondre à ça, je vais mélanger un peu avec la question suivante qui était comment as-tu organisé ton séjour, les différentes villes, régions, etc. Je sais pas si je suis pas le bon exemple, mais je vais pas vraiment faire les choses de manière typique dans ce voyage. En général, les gens qui vont au Japon, le trajet, franchement, je pense que j'ai regardé tous les vlogs de Japon qui existent sur YouTube, même les gens qui ont 3 vues, 3 abonnés, j'ai regardé leurs vlogs. Le trajet, c'est Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara. Pour ceux qui restent plus longtemps, ils font Hakone, Nikko, avec souvent un passage par Kamakura et le mont Fuji. Mais en gros, ça c'est un peu le circuit méga classique, surtout les 4 premières villes. Donc comme vous l'avez peut-être compris, nous on fait pas ça. Pas parce qu'on est snob, mais parce que de 1, on n'a pas envie de courir. C'est les vacances, on n'a pas envie de se presser la nouille et de se stresser avec des déplacements, des trains, des horaires à choper, des trucs comme ça.
De deux, on est tellement tombé amoureux de Tokyo qu'on a envie d'y passer un maximum de temps. Je rappelle que c'est la plus grande ville du monde, elle fait 20 fois Paris, aussi plusieurs fois New York. Je crois qu'elle fait la taille de tout le comté de Los Angeles. Bref, il y a tellement à faire. Honnêtement, on y a déjà passé 10 jours à Tokyo. Si vous saviez tous les trucs hyper classiques qu'on n'a pas vu, genre la Tokyo Tower en 10 jours, on l'a pas vu. La statue de Hachiko, le truc classique de chez Classic, on l'a pas vu. On n'a pas fait un seul Pokémon Center, genre vraiment des méga trucs touristiques emblématiques en 10 jours à Tokyo, on les a même pas fait tellement la liste est super longue. Donc, pas envie de courir, super amoureux de Tokyo, donc vraiment envie d'y passer du temps. Et la troisième raison, c'est que on part à la période la plus touristique de l'année, et même si je meurs d'envie d'aller à Kyoto, par exemple, j'ai pas envie d'aller à Kyoto pendant le pic de tourisme parce que je pense que ça va un peu me dégoûter de la ville, j'ai un peu peur, et j'ai pas envie d'être noyée dedans, même si je sais qu'il y aura du monde à Tokyo, mais c'est pas pareil. Donc voilà, je me dis que j'irai une autre fois, une saison un peu plus creuse. Je sais pas quand je le ferai, mais donc ouais, c'est un choix qui est pas forcément facile à faire, mais aidé du coup de cette liste de choses que je voulais faire au Japon. Alors là, je parle que de moi, on est deux dans le voyage, mais bien sûr, j'ai fait faire à Walid sa liste, etc. Je l'ai aussi pris en compte dans l'organisation, bien sûr. Donc voilà, en tenant compte de tout ça, on s'était dit qu'on allait profiter de la région de Kanto, donc la région de Tokyo en fait, pendant nos 3 semaines de voyage. Pour donner un équivalent, même si c'est en 1000 fois plus grand, c'est comme si, en étant touriste en France, au lieu de faire Paris, Nice, Strasbourg, la Bretagne, Marseille, des trucs un peu typiques et un peu éclatés géographiquement comme ça, on se disait bon, on va faire à fond Paris et on va faire Versailles, Disneyland, Giverny. En fait, on reste dans un périmètre dans lequel il y a énormément de choses à faire et voilà. Donc à la question de comment j'ai organisé, en partant de là, pour développer un petit peu, donc noter les lieux où on veut se rendre, ça c'est la première chose, à partir de la liste, bucket list un peu de rêve qu'on a fait. Ensuite, le deuxième point qui est très important, c'est enregistrer pour chaque lieu, on va dire chaque ville, les adresses où on a envie d'aller. Donc dans Google Maps par exemple, c'est top, il y a un petit fanion enregistré sur chaque lieu, que ce soit des temples, des musées, des parcs, des cafés, des restos, voilà. Donc toute cette phase de recherche et d'enregistrage d'adresses, on y reviendra après avec une autre question, mais c'est une très grosse phase qui est assez importante. L'idée c'est de rassembler plein d'adresses dans les coins qui nous intéressent. Sur Google Maps, c'est idéal. Troisième point, on regarde à la louche, un petit peu, sur Google Maps, les endroits où on a tout plein de petits points enregistrés. La zone qui va grouiller vraiment d'adresses, vous restez un petit peu plus dedans, quoi. L'idée, c'est ça, quoi, de prévoir plus de temps sur place, là où on a, nous, noté plein de trucs qui nous intéressaient et qui nous plaisaient. Donc pour vous donner l'exemple de notre voyage, on fait carrément 2 semaines pleines à Tokyo parce que ça grouille en général, mais sur mon Google Maps notamment, ça grouille. On fait aussi 3 jours à Kamakura et 4 jours autour du mont Fuji. Et en petit conseil, je dirais, vous fiez pas à ce que les gens disent sur internet parce qu'on a essayé de se servir de ChatGPT pour faire des itinéraires, etc. Je pense que c'est bien quand même, mais ça allait dans le sens de ce que les gens écrivent sur internet. Par exemple, Kamakura, tu peux y passer une journée depuis Tokyo et le soir tu rentres à Tokyo dormir. Ouais, mais je suis pas d'accord. Moi, cette ville, personnellement, elle me plaît. J'ai enregistré 60 adresses là-bas, j'ai trop envie d'y passer plus de temps. Non, j'ai pas envie d'y passer qu'une journée. Donc, ce que un guide de voyage, ChatGPT ou quoi, va conseiller, c'est pas forcément ce que nous on a envie de faire. Donc voilà, il y a des trucs qui peuvent être un petit peu à contre-courant, mais ça vous ressemble, donc faites ça. Moi, je trouve ça hyper important en fait de prendre son temps dans des endroits qui nous intéressent. Et vraiment pas faire au pas de course en une journée les 10 trucs à faire. On est tous différents, franchement. Moi, perso, ça me gâche mon plaisir, mais peut-être que vous, c'est pas le cas. Et idem pour la région autour du mont Fuji, il y a des gens qui y passent qu'une seule journée, même sans y dormir. Sur internet, c'était écrit que 4 jours c'était trop, mais en organisant ça, j'ai pris en compte le fait que c'était un peu vers la fin de notre voyage, qu'on allait quand même être assez fatigué de tout ce qu'on a fait avant, et que donc 4 jours pour être un petit peu plus slow dans l'endroit qui est un peu plus nature, c'était très sympa aussi, donc voilà. Quatrième point, une fois qu'on a déterminé les lieux et la durée qu'on va passer dans chaque endroit, puisque c'est vraiment ça, on regarde les logements sur place. Moi je compare sur Booking, en général c'est assez fiable je trouve, mais vous pouvez regarder aussi sur Google Maps éventuellement, par exemple dans un coin sur la carte où vous avez enregistré plein de trucs. Des fois on peut avoir des hôtels ou des auberges qui sont sur Maps mais qui sont pas sur Booking, et là vous pouvez découvrir un petit peu des endroits un peu joyaux qui ont des sites internet pour réserver dessus, mais ils ont pas un partenariat avec Booking, donc voilà, c'est aussi une option. Et puis on réserve la nuit, et d'ailleurs ça emmène à la question suivante qui est: faut-il tout réserver à l'avance, musée, visite, logement, ou bien au jour le jour ça marche? Petit story time, notre première expérience au Japon, notre premier voyage a été organisé en
dans moins de 24 heures. À cause d'un problème de visa, on n'a pas pu partir là où on devait partir. Donc c'était chaos pour notre voyage, mais le Japon venait ce jour-là où on était coincé à l'aéroport de réouvrir ses frontières. Donc on a pris nos billets pour le Japon, on a échangé les destinations. Et du coup, en 24 heures, on s'est retrouvé à aller au Japon sans rien avoir prévu. Donc là, au jour le jour, on l'a testé aussi, mais avec la petite réserve quand même que c'était une réouverture de frontières post-Covid. Donc il n'y avait pas un afflux touristique énorme. Donc ça l'a très bien fait, au jour le jour comme ça, mais je pourrais pas jurer que c'est le cas pendant la période des cerisiers par exemple. En tout cas, moi j'oserais pas le faire. Donc ouais, pendant ces 24 heures où on a dû refaire notre valise, les seuls trucs qu'on a fait, c'est réserver l'hôtel pour nos premières nuits en arrivant. Et j'ai eu une chance de ouf, je savais que je voulais aller au Teamlabs Planet, donc il y a un musée immersif. Et j'ai eu les 2 dernières places pour un de nos 10 jours dans le séjour, il restait 2 places. Donc ça répond à une partie de la question. Oui, il y a des choses qu'il faut réserver en avance, absolument, si vous voulez avoir des places, parce que c'est pas forcément gagné. En vrai, là-bas, il y a tellement d'hôtels que... bon, j'imagine qu'on trouve toujours une place. Personnellement, j'aime bien sécuriser quand même, parce que déjà, niveau prix, les hôtels là-bas, c'est très cher. Donc le prendre en last minute, c'est pas forcément garanti que t'aies des prix géniaux. Et puis perso, de ces 10 jours qu'on a passé là-bas, moi, ça me stressait de chercher les hôtels et de perdre du temps à chercher des hôtels pendant que j'étais sur place au lieu de profiter. Donc voilà, c'est faisable. Disons que c'est un type de confort différent, quoi. Et sinon, pour le reste, donc pour tous les musées, on n'a pas eu besoin de réserver, on en a fait plusieurs. À part le Teamlabs, je savais que ça c'était un peu touchy et du coup j'ai bien fait, sinon c'était ciao, on n'aurait pas pu. Et le musée Yayoi Kusama, là aussi c'était complet, on a eu énormément de bol parce que la dame a été super gentille, elle nous a laissé quand même passer parce que j'étais trop déçue. Franchement, un petit musée, et ouais, il fallait réserver à l'avance. Alors après, pour les visites des temples, etc., non, pas du tout, pas de soucis. Pour des petits trucs, des trucs un peu à thème, typiques, etc., c'est vraiment bien de réserver à l'avance. Typiquement pour les parcs, alors ça je peux vous dire, le musée Ghibli, lui, il faut le réserver. Alors c'est hyper spécial, ils ouvrent la réservation 2 mois à l'avance, le 10 de chaque mois. En gros, le 10 du mois, 2 mois avant que tu partes, il faut que tu te connectes, que tu réserves tes billets directement. Je me l'étais noté dans mon agenda, mais j'avais pas pris en compte les 8 heures de décalage horaire. Et le jour où j'ai voulu réserver nos billets, il y avait déjà plus de billets, donc dès le premier jour. Donc c'est vraiment limite un coup de bol, et 2 mois à l'avance pour le musée Ghibli, sinon vous avez 0 chance, je pense, d'avoir des places. Sauf si vous passez par un tour opérateur qui a moyen de vous réserver des trucs, mais du coup c'est plus cher. C'est pratiquement pareil pour les parcs Disney. Ils ouvrent les réservations 2 mois à l'avance. Moi j'ai réservé et honnêtement ça part assez vite. Donc voilà. Donc voilà, tous les trucs un peu à thème, Ghibli, Disney, Universal Studios et les Teamlabs, c'est vraiment des trucs à réserver à l'avance. Et pareil, si vous voulez monter sur la Tokyo Tower, voilà, des grandes tours comme ça pour voir la vue, notamment aux horaires de coucher de soleil, etc., parce que ça se réserve à l'heure, ça aussi c'est des trucs à réserver à l'avance. Donc c'est une méga orga. Pour le coup, je crois qu'un truc qui a pas trop besoin d'être réservé à l'avance, c'est les trains. Bizarrement. Ah oui, et j'avoue que nous ça nous intéresse pas, donc j'y ai pas pensé, mais il y a aussi d'autres trucs vraiment à réserver à l'avance, genre si vous voulez voir des sumo, genre des combats de sumo et tout, ça c'est à réserver à l'avance aussi. Et il me semble que si vous voulez déjeuner dans les trucs genre Pokémon Café, etc., ça aussi c'est liste d'attente sur un mois, un truc comme ça, donc c'est un peu la folie, mais enfin ça s'anticipe. Si vous anticipez, il y a aucun problème. Et pour toutes les réservations, moi je suis passée sur le site de Klook, et franchement très pratique, très bien fait. Ensuite on m'a demandé quel est ton process pour trouver toutes les adresses les plus mimes, surtout en bouffe. Alors, je vais essayer d'être concise. Déjà, premier point, je ne regarde pas sur TikTok. En fait, les adresses qu'on va trouver dessus, elles seront surblindées. Donc en général, ça j'évite. Sinon, je recherche surtout directement sur Google Maps, en fait. En me baladant dans les quartiers, je clique sur les noms, un petit peu de tout. Je regarde les photos, la déco, les notes, etc. Et ce qui me plaît, hop, je l'enregistre. Et en faisant ça, d'ailleurs, comme ça, directement sur la carte, dans les quartiers où vous voulez aller, vous pouvez trouver des choses qui sont pas forcément mises en avant sur internet, mais qui sont présentes dans un plan de ville, quoi, normal. Mais des fois, il y a des trucs qui sont pas connus, qui sont pas mis en avant. Vous pouvez les trouver par vous-même comme ça, donc c'est très chouette. Moi, c'est comme ça que je trouve des bonnes adresses en général. Troisième point, évidemment, je regarde aussi des vlogs, même des vlogs dans une langue étrangère. Et juste, je note les adresses, parce que les adresses, elles sont quand même écrites, voilà. Des fois même, ils mettent les liens Google Maps dans la description de la vidéo. Je le fais pas, par contre, sur les très grosses vidéos Japon type Tev et Louis, etc. Parce que pareil comme pour TikTok, en fait, du coup comme c'est grand public, il y a tout le monde qui va, c'est blindé et moi ça me saoule un peu.
Et sur Instagram, un peu comme TikTok, je prends pas mes adresses dans les réels qui apparaissent sur mon feed, etc. parce que je sais que c'est des grosses vidéos qui attirent plein de monde et tout. Mais par contre, ce que je fais sur Insta, c'est que je regarde des comptes d'influenceurs, voyage, lifestyle ou food. Ça, c'est très intéressant, à ne pas négliger la food que j'aime en fait. Et je regarde dans leur story à la une s'ils sont allés au Japon. Donc s'ils ont une ou des stories intitulées Japon, je me les fais toutes. Et là je trouve les super adresses où ils sont allés parce que généralement ils mettent toujours le nom de l'établissement, etc. Donc trop bien. Sur Insta j'ai fait ça notamment avec le compte de The Social Food que je trouve hyper stylé et franchement c'est dans leur story à eux que j'ai trouvé les meilleures adresses. Voilà, ne négligez pas non plus les blogs. Certaines personnes en ont encore, notamment des blogs voyage et qui sont pas forcément hyper connus. Là aussi on peut trouver des adresses assez sympas des fois. Et la dernière astuce évidemment c'est de suivre ou juste chercher même si vous vous abonnez pas sur Instagram des personnes, influenceurs ou pas, mais influenceurs c'est plus facile à trouver, qui vivent en fait dans le pays et qui postent juste au quotidien des endroits où ils vont, des adresses qu'ils aiment. Et ben là pareil, vous dégainez votre Google Maps et vous notez tout ça. Je vous cache pas que toute cette phase là de recherche d'adresse, honnêtement c'est la plus longue, mais alors moi c'est ma passion de faire ça. Des fois j'aimerais en faire un métier. Ma lune Sagittaire adorerait ça. Ça te fait vivre le voyage en avance, ça te fait désirer encore plus, après t'es fière de trouver dans la vraie vie des lieux, etc. Enfin, j'adore. Mais bien sûr, après, sans se mettre la pression d'aller à toutes les adresses ever qu'on a notées, bien sûr, c'est pas possible. Mais t'as toute ta liste. Et si un jour sur place t'as envie d'aller dans un café mignon, dans un sushi roulant, dans un truc qui fait des currys ou je sais pas, bah en fait t'as l'adresse qui t'a plu sous la main. Et c'est trop pratique. Ensuite on va demander tes astuces pour trouver des spots pas touristiques. Franchement je pense que ça rejoint un petit peu le point précédent. Donc chercher dans les contenus de gens qui sont locaux surtout, sur Maps en cliquant soi-même un petit peu partout. Éviter pour moi tout ce qui va être gros compte, un peu mainstream, TikTok, vidéo avec beaucoup de vues. Et les guides papier en général, tu peux être sûr qu'il y aura beaucoup de monde et du coup soit beaucoup de queues, soit le truc, la qualité du truc c'est un peu dégradé. Au Japon je pense que c'est un peu moins vrai, mais... Et sinon pour moi une dernière chose, c'est une espèce de mine d'or je trouve, c'est des créateurs de contenu qui adorent le Japon mais qui sont pas spécialisés dans le Japon. J'explique un peu, genre ils y vont depuis longtemps, ils y sont allés 10 fois, du coup tous les trucs touristiques ils les ont déjà fait genre dans leur premier voyage au début, mais du coup dans leur 8e, 9e, 10e voyage ils découvrent des trucs qui sont vraiment pour les surprendre quoi, en dehors des sentiers battus, etc. Ou alors ils ont leurs habitudes dans des lieux où ils aiment revenir et tout. Notamment par exemple moi je suis abonnée à Louise Ebel qui s'appelait Miss Pandora à l'époque des blogs. Elle a fait du contenu histoire de l'art mode qui n'est donc pas du tout un contenu vraiment orienté Japon, mais il se trouve que perso elle adore le Japon, elle y est allée plein de fois, elle connaît très bien et quand elle y va, bah pareil, je regarde ses stories à la une, etc. Et elle note des super adresses et des trucs que j'avais jamais vu nulle part dans aucun contenu. Donc ça c'est très cool. Donc pas forcément se ruer vers les youtubeurs Japon, diversifier en fait vraiment les sources, on va dire, de créateurs de contenu. Après c'est de la fouille, hein. C'est vraiment comme fouiller sur Vinted, fouiller dans une friperie, etc. Voilà, on passe du temps à chercher tout ça. Voilà. Après il existe des comptes si vous aimez pas chercher. Je pense notamment à Empty Japan qui a fait un guide avec des adresses d'endroits où on peut voir le Japon vide et pas touristique du tout. Mais voilà, ça va être à Nagano ou dans des villes qui sont pas dans les circuits très très classiques. Mais ça aussi c'est une bonne option si c'est un truc que vous avez envie de faire. Donc voilà. Ensuite on va demander si tu as des guides papier que tu recommandes, merci. Alors ouais, j'en ai 3. C'est pas là-dedans spécialement que je trouve des adresses, mais ils sont trop sympas à lire, ça apprend des choses. Le premier que j'ai acheté pour mon premier voyage c'est Kochi Kochi, le guide du voyageur au Japon. Il est assez complet. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos. Ça fait vraiment guide classique, mais il est illustré, sympa. Il traite vraiment tout le Japon, toutes les régions. Il est très complet, je trouve bien, il coûte 21 €. Donc celui-là, je l'ai bien aimé. J'ai aussi acheté Otochi. Ça c'est le tome 2, mais il y a le tome 1, c'est par région. Donc celui-là c'est la région de Tokyo et autres régions aussi alentours. Donc ça c'est pour faire du tourisme régional. Donc c'est pareil, c'est illustré de façon super sympa. Et ils mettent les spécialités artisanales, culinaires de chaque ville, chaque région. Ils proposent un petit peu des circuits, des plans, etc. Donc ça c'est très sympa. Si vous voulez faire un peu comme moi par exemple du tourisme régional, je trouve ça vraiment très sympa. Et celui-là il coûtait 25 €. Et sinon j'ai aussi celui-ci qui est itinéraire pour rêveurs, qui est focalisé par contre sur les saisons printemps-été. Alors lui c'est un bijou vraiment, le livre il est très 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 beau, il est complètement illustré, c'est très poétique, c'est hyper joli.
Et pareil, il y a des petits plans, plein de choses hyper intéressantes à lire sur le Japon, il est très beau. Mais voilà, si vous voulez y aller en automne, hiver, malheureusement il vous sera pas d'une très grande aide. Il y a une petite étiquette sur le prix parce qu'on me l'a offert. Je pense qu'il doit coûter une vingtaine d'euros pareil. J'ai que ces trois là. Et la dernière question qu'on m'a posée, c'est des conseils pour les bagages. Quoi prendre, que prévoir, taille, comment gérer. Alors, c'est facile. Pour l'aller, tu prends une valise cabine, tu mets tes affaires dedans, donc tu voyages assez léger entre guillemets si tu peux. En tout cas, c'est ma recommandation. Tu prends une grande valise vide, tu mets ta valise cabine dedans. Tu mets ça en soute à l'aller. Évidemment, en gardant sur toi, dans ton sac à main, genre les choses dont tu as besoin pour le long vol, un snack, tes écouteurs, une crème, un masque pour les yeux, des mouchoirs, ton chargeur, bref, des trucs comme ça. Et au retour, tu prends ta valise cabine avec tes affaires dans l'avion avec toi, comme on est en droit de faire, et ta grande valise vide, elle est remplie de tous les souvenirs que t'as achetés. Et elle va en soute. La première fois, comme on n'avait que 24 heures pour se préparer, je savais pas ça et du coup on a dû acheter une valise sur place pour faire ça. C'était un peu chiant, surtout quand on a à la maison. Donc voilà, mon conseil c'est vraiment ça. Et si vous partez à plusieurs, faites-le chacun, vraiment. Parce que c'est tellement pas cher là-bas, le shopping entre guillemets. Autant le train est cher, l'avion pour y aller c'est cher, les hôtels sont chers, mais par contre le shopping et la nourriture sur place, vous aurez envie de ramener énormément de super beaux souvenirs et tout. Ouais. C'est vraiment super dommage d'être limité par les valises. Et d'ailleurs les japonais ont un truc mais qui est tellement exceptionnel, c'est le transport de bagages. Donc ça c'est un truc qu'on n'a pas fait la première fois mais qu'on va faire cette fois-ci. Il y a un service notamment qui s'appelle Takyubin, c'est donc une gestion des bagages en interne qui est assez propre au Japon je pense. Et en gros tout le monde est habitué là-bas. Si vous allez dans un hôtel, généralement à peu près tous les hôtels ont super l'habitude de faire ça, tu vas au comptoir de ton hôtel, tu laisses tes bagages, tu remplis un bon et tu mets l'adresse à laquelle tu veux qu'il soit livré le lendemain. Ou même si tu veux pas le lendemain parce que tu veux être, je sais pas, 3 jours juste en sac à dos sans te taper tes valises, tu peux programmer jusqu'à 4 ou 5 jours je crois pour les recevoir plus tard. Donc c'est incroyable. Faut juste que tu mettes la destination du prochain hôtel. Ça te permet de ne pas te taper tes valises, ne pas prendre plein de place dans les transports en commun avec les valises parce que ça c'est un petit peu gênant. Vraiment meilleur deal, c'est méga pratique. Je crois que pour une grosse valise c'est 16 euros, un truc comme ça. Voilà, c'est un petit budget en plus mais le confort que ça te fait gagner et la sérénité que ça te fait gagner c'est juste incroyable. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour d'à peu près toutes les questions, j'espère que ça aura pu vous aider. C'est vraiment pas du tout un truc complet. Si jamais on me le demande un jour, je pourrais le faire. On verra si on se réorganise une autre session, si vous avez d'autres questions en plus. J'espère vous avoir aidé à organiser un petit peu votre voyage, que ce soit au Japon ou pas. Vous me direz en commentaire si ça vous inspire ou si ça vous donne des idées pour un futur voyage. Pour la team des silencieuses, si vous avez regardé la vidéo jusque là, vous pouvez mettre un petit emoji japonais, celui que vous choisissez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of